L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, et elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux, c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pose ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfouissent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler ? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens et même des petits bateaux, mais c'est faux. La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de plancton et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge. En revanche, nous ne pourrions pas survivre au suc gastrique d'une baleine bleue. Il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace en combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leurs bosses. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piègent les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout rond. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur, une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km/h. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km/h. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal,
car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hiboux peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la lune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 km. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations du sol. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de 1000 pattes, de vers et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période. Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques ralentissent considérablement. Il conserve alors son énergie. Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essayes d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis et ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perce-oreilles ne te pondront pas d'œufs dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides, comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices, car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête.
La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert. Une moitié du cerveau se repose et rêve pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les 2 parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère, et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfuissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfuissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs, car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé.
C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur 2 pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi. Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles
car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise deux types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement trois types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient trois couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour deux couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de moins 2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de zéro, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Il les aide à rester chez eux car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobiles. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles, et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou, qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. À première vue, il semble que l'évolution les ait pourvues de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver, et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le cou pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats. De la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leur bois. Plus le cou est épais, plus les chances de gagner le combat sont grandes. Certains insectes jouent à l'opossum lorsqu'il y a un prédateur à proximité. Par exemple, lors d'une expérience, des scientifiques ont observé un fourmillon à l'état larvaire.
Il a été capable de faire le mort pendant 61 minutes. En quoi cela peut-il être utile? Eh bien, mettons que tu sois dans un jardin où tu vois un tas de buissons identiques avec des fruits. Tu vas vers le premier buisson et tu commences à cueillir et à manger les fruits. Miam, c'est si simple! Et tu le fais relativement vite. Mais au fur et à mesure que tu dépouilles ce buisson, tu as de plus en plus de mal à trouver d'autres fruits. Et c'est un peu irritant car cela prend beaucoup plus de temps qu'au début. Tu dois donc maintenant décider si tu dois rester là et essayer d'en trouver plus ou simplement passer à un autre buisson pour que tout soit à nouveau facile et rapide. En supposant que tu sois le prédateur et que les prédateurs soient gourmands, tu chercheras simplement à manger le plus de fruits possible en un minimum de temps. Cela signifie que tu vas passer à un autre buisson et cueillir les fruits qui s'y trouvent, puis passer au suivant et ainsi de suite. Les chercheurs expliquent la même logique lorsqu'il s'agit d'oiseaux et de larves de fourmillons. Il semblerait que les insectes fassent perdre du temps aux prédateurs lorsqu'ils font le mort, ce qui a un impact important sur la façon dont les choses se passent ensuite. De cette façon, ils encouragent le prédateur à chercher de la nourriture ailleurs, car le prédateur n'a pas autant de temps à perdre. Donc faire semblant d'être mort est en fait un bon moyen de rester en vie. Selon l'espèce, les jeunes oiseaux passent de 10 à 30 jours dans leurs œufs. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais la nature a créé un mécanisme parfait pour qu'ils puissent respirer. Pendant qu'un oisillon se développe à l'intérieur de l'œuf, une sorte de structure creuse en forme de sac se développe à partir de l'intestin. C'est comme une petite poche qui fusionne avec une deuxième membrane qui entoure l'embryon. Ensemble, ils forment un type de membrane spéciale. Ainsi, une extrémité est attachée à l'embryon, tandis que l'autre est proche de la surface intérieure de la coquille de l'œuf. Cette membrane spéciale agit comme un tissu pulmonaire et relie le monde extérieur au système circulaire de l'oisillon. La plupart des animaux ont des yeux, mais certaines espèces en requièrent davantage. Par exemple, certains reptiles, amphibiens et poissons ont un troisième œil sur le dessus de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui améliore beaucoup leur vue, mais cela les aide simplement à se repérer grâce à la lumière du soleil et à réguler leur température corporelle. De nombreux invertébrés ont plus de 2 yeux. La plupart des araignées en ont 8, car de cette façon, elles peuvent repérer leur proie plus facilement. Si tu penses que tes parents ont été trop durs avec toi, peut-être qu'avec cette liste d'animaux, tu comprendras qu'ils n'étaient peut-être pas si mauvais que cela. La femelle du cheval, ou jument, a une période de gestation d'environ 1 an. Cela peut sembler terriblement long, mais pour les éléphants, ce n'est encore rien. Ils portent leurs petits jusqu'à 22 mois avant de leur donner naissance. Contrairement aux autres animaux qui préfèrent se reposer en attendant l'arrivée de leurs petits, pour les juments, la grossesse est synonyme de fête. Dès que la jument est enceinte, elle fait le tour du troupeau et s'accouple avec chaque étalon. Cela pourrait te paraître absurde, étant donné qu'elle est déjà enceinte, mais il y a une explication raisonnable. Les chevaux sont plutôt fiers et agressifs envers leurs rivaux. Mais si un étalon pense qu'un poulain est son fils, les risques qu'il fasse du mal aux petits seront nuls. L'intention réelle des juments est donc de protéger les poulains en faisant en sorte qu'aucun mâle ne sache qui est le vrai père. N'est-ce pas ingénieux? Les juments figureront donc tout en bas de notre liste. Tout le monde sait bien que la femelle du coucou abandonne ses petits avant même l'éclosion. Elle pond tout simplement ses œufs dans le nid d'autres oiseaux et s'en va pour toujours. Et comme il est difficile de faire la différence entre les œufs, les oiseaux d'accueil finissent par tous les couver de la même façon. Pendant ce temps, les coucous profitent de leur vie sans attache. Hélas, les problèmes surviennent vite dans le nid. Le petit coucou sème le chaos dans sa famille nourricière. Il grandit plus vite et éclot plus tôt, et pousse les autres petits hors du nid maternel. Les moineaux sont tellement mignons. Mais ne te fie pas à cette petite bouille innocente. La femelle du moineau est à la fois une mère attentionnée et une furieuse marâtre qui terrifierait même Cendrillon. Les moineaux sont généralement monogames, mais il arrive qu'ils aient des relations en dehors du nid conjugal. Lorsque cela arrive, une femelle peut souvent découvrir les maîtresses de son compagnon et elle n'hésitera pas à détruire leur nid. Pourquoi ? Pour s'assurer que le moineau mâle aura suffisamment de temps pour s'occuper de sa propre progéniture. Apparemment, ils n'ont pas entendu parler des babysitters. Les phoques du Groenland s'occupent de leurs petits pendant leurs 2 premières semaines. On ne peut donc pas dire que ces créatures sont les pires mères du règne animal. Pendant cette courte période, elles gardent leurs enfants près d'elles, les dorlotent et les nourrissent 24 heures sur 24.
Mais après cela, les mères phoques leur disent au revoir et les laissent seuls sur la glace. Les bébés phoques sont encore très vulnérables car ils ne savent ni nager, ni chasser, ni se protéger. Il leur faudrait au moins 2 mois pour acquérir toutes ces aptitudes. Ils passent donc leur temps à attendre, à perdre du poids tout en essayant d'éviter de finir dans la gueule d'un prédateur. Il n'est pas étonnant que seul 1/3 des petits phoques réussissent à survivre à leur première année. Les hamsters sont d'adorables petites créatures, n'est-ce pas? Mais pourtant, ils possèdent un secret qui pourra choquer ceux qui ne sont pas au courant. Il se peut en effet que la femelle du hamster confonde sa progéniture avec son dîner. Personne ne sait exactement pourquoi, mais les scientifiques ont avancé plusieurs théories. Certains pensent qu'elle fait cela pour faire le plein d'énergie après avoir donné naissance. D'autres affirment que les hamsters peuvent se sentir stressés et menacés par une portée trop importante. Cet acte serait donc un mécanisme de défense. Pour éviter cette triste fin, les experts recommandent de faire en sorte d'éviter tout stress à l'animal et de bien le nourrir. Tout ou rien est probablement la devise préférée des ours noirs. Ils ont généralement 2 ou 3 oursons à la fois. Mais si pour une raison ou pour une autre, une maman ours n'a qu'un seul ourson, elle pourra l'abandonner dans l'espoir d'avoir une portée plus grande l'année suivante. Pourquoi? Probablement parce qu'élever un seul petit n'en vaut pas la peine. Et tandis qu'un ourson noir aura plus de chances de survivre s'il a un frère ou une sœur, c'est tout l'inverse chez les pandas. Étonnamment, ces adorables nounours sont des parents assez négligents. Les mères ont généralement des jumeaux, mais elles préfèrent ne s'occuper que de l'un d'entre eux. Elles dorloteront et allaiteront le petit le plus fort. Pendant ce temps, le plus faible sera délaissé et devra survivre par ses propres moyens. Cette cruauté s'explique tout à fait rationnellement. Les pandas mangent du bambou, mais ce n'est pas assez nutritif pour faire du lait pour 2 petits. Même les pandas vivant dans les eaux obéissent à cet instinct. Heureusement, les employés des parcs animaliers nourrissent tous les petits sans distinction. Bien que les singes aient généralement la réputation d'être des parents attentifs, ces mignonnes créatures moustachues font exception à la règle. Après une période de gestation d'environ 5 mois, la femelle du tamarin donne naissance à des jumeaux. Et s'il arrive qu'ils tombent de l'arbre, elle ignorera complètement leurs pleurs et leurs appels. Il se peut même qu'une mère jette violemment ses petits du haut de sa branche. Qui sait ce qui se cache dans ces petites têtes? Mais toutes n'ont pas le cœur aussi froid. Si une mère tamarin est bien entourée, dispose de nourriture et se sent protégée, il est probable qu'elle prenne bien soin de sa progéniture. Mais si personne ne la regarde ni ne l'aide, elle pourra refuser de faire le moindre effort, sans doute parce que les petits n'auront alors pas de grandes chances de survie. Bien qu'il semble que les tamarins à moustache feraient d'excellents animaux de compagnie, les experts affirment que ces singes demandent plus de soins que n'importe quel autre animal domestique. Surtout, prends garde à ce qu'ils ne te poussent pas de ta branche. On associe généralement les lapins aux câlins et aux caresses. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas aussi doux lorsqu'il s'agit de leurs propres petits. Les mères préféreront quitter le terrier dès qu'elles auront mis bas. Et ces mignons petits lapins devront apprendre à affronter les défis de la vie par eux-mêmes. Ils ne voient leur mère que quelques minutes par jour, pendant la tétée. Les scientifiques pensent que les lapins abandonnent leur progéniture pour tromper les prédateurs et les éloigner. Bien sûr, cette méthode n'offre pas de garantie à 100%. Après tout, les lapines ne font pas beaucoup d'efforts pour aménager un abri des plus sûrs. Elles le construisent généralement à l'air libre. Et où est le repère, te demandes-tu peut-être? Eh bien, il est recommandé d'isoler les mères des mâles pendant qu'elles élèvent leurs bébés. Contrairement aux chevaux, les lapins ne feront probablement pas de mal aux petits. Mais ils pourraient à nouveau féconder la lapine, même si elle vient d'accoucher. Les reptiles ne sont pas connus pour être des créatures chaleureuses et attentionnées, et leur approche pratique de la vie s'étend également à leur méthode d'éducation. Les 5 à longue queue ne font pas dans la demi-mesure en matière d'autoprotection. Cette espèce de saurien mangera ses propres œufs si trop de prédateurs se rassemblent autour de son abri. La mère ne fera aucun effort pour repousser le danger. Sa devise est peut-être « Si je ne peux pas les garder, alors personne ne les aura ». Une fois la menace éloignée, elle continue à vivre normalement et à pondre des œufs. La femelle de l'aigle pond 2 ou 3 œufs en une semaine. Après environ 1 mois de couvaison, les aiglons naissent enfin. Mais leurs problèmes ne font que commencer.
Comme les œufs n'ont pas tous exactement le même âge, ils n'éclosent pas simultanément. Et la concurrence entre frères et sœurs peut alors être terrible. Ils se montreront très agressifs les uns envers les autres. Les oisillons plus âgés attaqueront généralement les plus jeunes avant même qu'ils n'aient eu la chance de commencer leur vie. Probablement afin de gagner de la place et manger à leur faim. Et la maman aigle ne prendra pas la peine de séparer ses petits. Même si leur bagarre entraîne de graves blessures, elle ne réprimandera pas le gagnant ni ne sauvera le perdant. On dit que cette indifférence est censée préparer les jeunes aigles à la dure vie qui les attend. Après tout, l'aigle est un oiseau de proie, et il n'aura de pitié ni pour les mammifères ni pour les autres oiseaux qu'il chassera jusque dans leur nid. Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné. Bip bip. Et voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait 2 fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venu tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 mètres par heure. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée. Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide ? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda? À vos marques, prêts, partez! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun. Le grizzly. Mais attends, où est le panda? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa 3e tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trombe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir.
Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons! Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il? Un troisième joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est 4 fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer un siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 mètres par heure. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure. Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindelle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre. C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindelle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'1 mètre de la ligne d'arrivée. Waouh! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café. Les léopards de mer sont tout mignons, n'est-ce pas? Impossible qu'une créature avec de si jolis yeux te fasse du mal. On ne s'y attendrait pas, surtout quand on voit tous ces phoques à la télé qui aiment jouer avec les humains. Mais les léopards de mer sont de super prédateurs, il ne faut pas trop leur faire confiance. Après tout, leur nom vient de leur fourrure qui ressemble à celle des gros félins. Ils se situent tout en haut de la chaîne alimentaire. Très peu d'animaux s'attaquent à eux. Ce n'est pas si courant, mais les léopards de mer ont en revanche déjà attaqué les humains. De manière générale, ils sont plus agressifs que les autres phoques. Ce ne sont pas des animaux sociables, en général, ils préfèrent rester seuls. Leurs babines sont toujours remontées, de sorte qu'ils affichent un large sourire. Puisque ce sont des animaux solitaires, ils ont plus de difficultés à trouver un partenaire. Ils l'attirent en utilisant leur voix et parfois même en chantant sous l'eau. Le dingo. Difficile de le distinguer d'un simple chien errant. Mais attention, les dingos sont plus proches du loup que du chien. Ce sont les plus gros prédateurs terrestres d'Australie et ce sont aussi de super prédateurs. Ils attaquent leurs proies en meute.
Lorsqu'ils sont plusieurs, ils peuvent s'attaquer à des animaux encore plus gros, comme le kangourou roux. Ils évitent généralement les humains, mais si tu les croises en meute, mieux vaut les éviter. Tout le monde aime les pandas, avec leur bouille adorable et leur air innocent. Ils sont devenus le symbole de la gentillesse et de la sérénité. Ils sont aussi très paresseux et ils passent le plus clair de leur temps à se reposer et à manger du bambou. Ils ont certes l'air paisibles, mais il ne vaut mieux pas les embêter. Si par accident tu traverses le territoire d'un panda ou qu'il te considère comme une menace, il peut te faire du mal. Ils disposent de mâchoires et de griffes puissantes et sont en général plus forts que les êtres humains. Ils attaquent rarement l'homme. Mais il vaut mieux les laisser tranquilles, eux aussi. Le nycticèbe. Cet animal est si lent que même en cas de danger, il s'immobilise. Ne te fais pas avoir par ses grands yeux et son petit nez. C'est une créature adorable. Mais sa morsure est toxique et elle peut te causer énormément de problèmes. Les chercheurs affirment que le laurislan imite le cobra. C'est l'un des rares mammifères venimeux du monde animal. Il ne secrète pas le venin par sa bouche comme la plupart des autres animaux, mais par des glandes sudorales situées sur ses bras. Voilà, il ne s'agit donc pas d'un gentil petit ourson, mais plutôt d'un véritable monstre. Pareil pour le koala. Il a l'air si calme, mais il t'attaque sans problème s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal dangereux à l'origine. Il passe la plupart de son temps sur ses eucalyptus à roupiller. Il dort 22 heures par jour. Si jamais tu en croises un dans la nature, il va probablement juste grimper plus haut sur son arbre afin de t'éviter. Mais s'il se sent menacé, il peut utiliser ses griffes et ses dents pour se défendre. Les cygnes sont délicats et gracieux, mais aussi romantiques. Ils sont parfois associés à l'amour véritable. Mais dans ce cas, on pourrait bien aussi parler d'amour vache, parce que les cygnes peuvent être aussi vraiment dangereux. S'ils se sentent en danger, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se protéger et surtout protéger leurs petits. Ils commenceront par feuler un peu comme le font les chats, puis ils se mettront à battre des ailes. C'est là que tu dois fuir, parce qu'ils tenteront alors de te pincer avec leur puissant bec et de te frapper avec leurs ailes. L'ornithorynque. C'est aussi une sorte de créature mythique qui ressemble à un mélange de plusieurs animaux. Regarde ses pattes palmées et son bec. Ça ressemble à un canard, pas vrai ? Mais il a la fourrure d'une loutre et la queue d'un castor. Il est tellement gracieux lorsqu'il nage sous l'eau avec ses pattes palmées, mais il n'est pas aussi élégant quand il se déplace sur terre. Il sort alors ses griffes de façon à marcher plus facilement. Les mâles sécrètent du venin. Ils disposent d'ergots sur les talons de leurs pattes arrière. Et sache qu'ils les utiliseront pour se défendre. Les grenouilles d'Androbates. Les crapauds ont l'air beaucoup plus intimidants que cette jolie petite grenouille. Mais le crapaud est juste moche. Et il ne te fera aucun mal, contrairement à cette dernière. Il existe plus de 100 espèces de grenouilles venimeuses et elles ont chacune un niveau de toxicité différent. La dorée, connue sous le nom de philobate terrible, est la plus dangereuse et elle peut tuer 10 humains rien qu'au toucher. Le hérisson est un animal très apprécié. C'est une petite créature mignonne et innocente qui se met en boule en cas de besoin. Mais ça reste un animal qui pique et qui n'hésitera pas à utiliser ses piquants pour se défendre du danger. Si les piquants te trouent la peau, cela peut faire très mal. Le fourmilier. Avec ses yeux doux, le fourmilier a l'air inoffensif. Il n'a même pas de dents pour se défendre ou nous faire du mal. Mais par contre, il a des griffes. Il les utilise en général pour trouver de la nourriture, mais bien évidemment, il s'en sert s'il se sent en danger. Est-ce que tu savais que leur langue est recouverte de piquants ? Eh oui, c'est leur outil principal pour la récolte de nourriture. Et cette langue peut mesurer jusqu'à 60 cm. Elle est longue et fine pour leur permettre de chercher des termites et des fourmis dans des recoins étroits. Les hiboux ne sont pas aussi mignons, mais ils ont cet air timide et intelligent. De plus, ils ne se préoccupent pas vraiment de l'homme. Sauf quand celui-ci s'approche et touche à son nid. Là, ils s'énervent. Ils ont de longues griffes acérées, donc vaut mieux ne pas les embêter. Par ailleurs, ils peuvent tourner la tête à 270 degrés, donc même si tu penses les surprendre par derrière, ils te verront. Les kangourous ne sont pas du genre à chercher les ennuis. Mais si tu les cherches, ils n'hésiteront pas à s'affirmer et à te montrer qui est le patron. Ils peuvent se mesurer à un humain comme si c'était un autre kangourou.
Ils ont des bras très puissants et peuvent te frapper avec leurs pattes. Mais c'est encore pire quand ils te frappent avec leurs pattes arrière. Les cerfs ont l'air de sortir tout droit d'un conte de fées. Mais attention, les mâles n'hésitent pas à se servir de leur bois s'ils se sentent menacés. Ils ont aussi l'habitude d'entrer dans les jardins des particuliers et de manger ce qu'ils y trouvent. Ils peuvent également s'avérer dangereux pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Les renards ne peuvent pas nous faire de mal avec cette bouille d'amour, n'est-ce pas? Ils peuvent toutefois être porteurs de la rage, donc il ne vaut mieux pas trop s'en approcher. De façon générale, ils évitent les humains, mais ils peuvent être agressifs envers l'homme et envers les petits animaux. Ils sont assez imprévisibles, donc fais attention. Les ratons laveurs ont l'air si sympas et ils sont si mignons qu'on pense qu'ils ne peuvent rien faire de pire que de fouiller dans nos ordures. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ces petits gars n'ont pas peur de sortir leur croc s'ils se sentent en danger. Même si tu étais juste allé voir qui faisait tout ce bruit dans ta poubelle. Leurs petites pattes sont mignonnes, mais elles sont pourvues de griffes pointues qu'il vaut mieux éviter. Les tarsiers font partie des plus petits primates au monde, et ils sont eux aussi les plus mignons. En les voyant, tu n'as qu'une envie, les câliner. Mais vaut mieux t'abstenir. Ils ne sont pas particulièrement dangereux, mais ils ne sont pas fans des humains qui les touchent. Alors ils peuvent réagir de façon assez imprévisible. Mieux vaut les admirer de loin. Tu te réveilles avec la tête lourde. 1. Où est ton lit confortable? Et 2. Pourquoi tu dormais par terre sur un sol humide et sale au milieu de nulle part? Attends, c'est quoi tous ces trucs autour de toi? Tu es dans la jungle? Il y a un gros sac à dos à proximité avec des produits de première nécessité comme de l'eau, des biscuits, des bonbons et une veste. Tout cela est à toi, c'est sûr, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Comment diable es-tu arrivé ici? Attends, une veste? Il fait incroyablement chaud. Tu n'auras certainement pas besoin de ça. Sérieusement, c'est quoi cet endroit? Des plantes avec des feuilles géantes, des gros arbres de la forêt tropicale? Ça ressemble un peu à Jurassic... Tu sursautes de peur, tu regardes autour de toi et tu cours sous une de ces grandes plantes. D'accord, ce n'est pas un bon choix et certainement pas le meilleur moment pour se rappeler que tu es nul pour jouer à cache-cache. Il y a un énorme animal bizarre qui sort des buissons et te regarde. Un dinosaure. Tu cries, tu frissonnes, tu te couvres les yeux. Ce n'est pas exactement comme ça que tu t'attendais à passer ta matinée. Attends un peu, les dinosaures n'aboient pas. Tu ouvres les yeux, cette chose t'a certainement attaqué, mais maintenant elle saute partout, remue sa longue queue, aboie et tire la langue. Et il a l'air si familier. C'est un chien? Tu cries presque de soulagement. Ce truc est bizarre. Un chien... Osaure? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Grand, gris et poilu, mais incroyablement similaire à un T-Rex. Ses pattes avant sont en fait de petits bras courts et son long museau avec des dents pointues te tourne autour. Alors que le chianosaure te couvre de bave de dinosaure, une autre chose poilue sort des buissons. Blanc et poilu, avec des pattes avant courtes, une longue queue gris foncé et des oreilles ridiculement grandes. C'est un lapinosaure. Les deux animaux commencent à se poursuivre et à faire des cabrioles. C'est pour de vrai? Le chianosaure s'ennuie et vient vers toi en courant. Il commence à se frotter la tête sur ton bras. Tu le caresses tout en te demandant ce que tu vas faire ensuite. Que se passe-t-il si cette chose s'ennuie ou a faim? Je vais l'appeler Max. Tu prends un bâton aussi loin que possible. Au moins, c'est fini. Le chianosaure est parti et les questions commencent à envahir ton cerveau. Que fait cette chose dans la jungle? Quoi d'autre vit ici? Est-ce qu'ils vont tous être aussi gentils? Ou pas? Il ne te faut pas longtemps pour le savoir. Un son épouvantable envahit tes oreilles. Tu te tournes lentement cette fois-ci. Encore une surprise. À quelques mètres de là, une autre énorme bête te regarde. Ses yeux sont la partie la plus effrayante, grands ouverts et dirigés directement sur toi. Tu retiens ta respiration, tout pourrait se finir en un instant. Mais au bout d'un moment, tu pousses un soupir de soulagement. Ce n'est qu'un zèbre. Eh bien, zébrosaure. Bizarre, des rayures noires et blanches sur un corps musclé et... Waouh, sa tête est super longue. Sa queue a l'air de dire qu'il est sérieux et son dos est couvert de plaques osseuses. Le zébrosaure fait un pas en avant. Les zèbres, ils ne mangent que de l'herbe et des trucs comme ça, non? J'espère que ce truc aussi. Voyons voir. 3 options. Courir, s'allonger ou caresser le zébrosaure géant.
Vlan, une bête bien plus poilue saute des buissons et la course est lancée. C'était un gloussement? Un rire? Un rire? C'était une hyène? Une hyénosaure? Les hyènes ont l'une des mâchoires et l'un des coups les plus forts du monde. Ça plus le dinosaure, une combinaison assez sérieuse. Première option, courir. Ce zèbre semble savoir ce qui se passe. Tu commences à courir en te battant contre d'énormes plantes touffues et à trébucher sur les racines de grands arbres de la jungle. Tu sautes, tu plonges, tu esquives et tu sors enfin de la jungle, une plage. Parfait. Maintenant, tu as le temps de réfléchir à ce que tu viens de voir. Quel est le plan maintenant? L'océan, les palmiers, le soleil et enfin un peu d'air frais de la mer. Tu prends une grande respiration et tu fermes les yeux. Silencieux comme une plume, des pattes géantes qui écrasent doucement l'herbe, le bruit d'une queue élégante, énorme, grisâtre et forte, avec des griffes incroyablement longues cachées dans ses grandes pattes douces. Et la tête, horrible. Tu regardes une deuxième fois, toujours aussi répugnant. On dirait un crâne nu avec des dents pointues et des yeux jaunes et chauds. Cet animal ne s'intéresse pas du tout à toi. Il s'accroupit, il a l'air prêt à bondir. Puis le chatosaure ronronne paresseusement et commence à lécher sa fourrure. Au moins, il ne pensait pas que tu ressemblais à une souris, un bâton, une balle, une boîte en carton. Les chats aiment les choses les plus bizarres. Pas le moment, non. La plage est subitement remplie de gigantesques crabes rouges. Il y en a des centaines, couchés, au repos, avec leurs longues pinces acérées. Depuis quand les crabes ont-ils 10 yeux et 4 énormes pinces? Tu te couvres la bouche, mais le cri sort quand même. Tu cours dans la jungle, et non, ce n'est pas la meilleure idée. Cette fois, tu cours et tu ne te retournes pas. Ton seul but est de ne plus entendre les cliquetis perçants des pinces du Crabociraptor. Mais quelque chose a changé. La jungle a changé. La jungle a l'air de se transformer. Il n'y a plus de racines, d'énormes feuilles bizarres, l'air est plus frais, les chemins sont un peu plus larges. Apparemment, tu es dans une forêt maintenant. Tu tombes sur un grand champ ouvert avec un grand lac de rêve au milieu. Un endroit parfait pour un selfie. Bon, à part tous ces dinosaures et les arbres qui peuvent apparemment changer de forme. Un cri perçant traverse le lac. Il est assez facile de reconnaître cette élégante bête, même si sa couleur est un peu bizarre. C'est un simiodactyle gris avec un cou en forme de S et tout le reste. Mais ce cygne a subi quelques améliorations. Un bec aiguisé comme un rasoir, de grosses griffes puissantes et des yeux qui semblent pouvoir repérer un bon repas à des kilomètres de distance. Tu n'es pas un poisson, donc tu devrais t'en sortir. À part cela, le lac est magnifique. Il y a des nénuphars partout, de la taille d'une table. Des nénuphars, des énormes fleurs de lys, des énormes... Croix, super, un crapaudiosaure, c'est incroyable ce truc. Un énorme individu saute hors de l'eau et atterrit comme un ninja sur un nénuphar. Il ressemble à un gigantesque rocher couvert d'une peau rugueuse gris foncé. Il n'y a pas de prince charmant qui se cache dans cette chose? Oh certes non. Ouf, tu te caches derrière un buisson géant. Cette grenouille a une langue gigantesque et désagréable. Même cette langue délirante n'a pas pu le sauver de ce qui se trouvait derrière lui. La tête qui flotte d'un crocodilosaure géant. Raptor Rex machin chose. Il ressemble à un crocodile normal, mais en beaucoup plus grand. Comme s'il avait besoin d'aide pour être plus effrayant. Le crapaudiosaure saute de l'eau et commence à nager avec ses énormes pattes arrière. La chasse est lancée et très vite, ils disparaissent tous les deux sous la surface, en espérant que ce gars s'en soit sorti. Tu te sens presque désolé pour ce pauvre crapaud, mais pas le temps de réfléchir. Le sol commence à trembler. Ce n'est jamais bon signe. Quelques arbres près de toi tombent par terre. On dirait un bateau à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, une tortusaure! Ce gars doit arrêter le café et les protéines. C'est quoi ce bourdonnement? Il devient de plus en plus fort. 2 choses. 1, ça ressemble à une abeille. 2, s'il te plaît, que ce soit juste d'une taille normale. Mais au lieu d'un minuscule insecte volant, une abeille rex de la taille d'un humain se pose sur la carapace de la tortue géante. Elle a des pattes comme un haltérophile et ses antennes ont l'air très pointues. S'il n'y en a qu'une, c'est bien, avec un peu de chance. De nulle part, on entend un cri horrible. Oh, faites que ça s'arrête pour de bon. Une ombre gigantesque recouvre le sol et tu lèves les yeux. C'est une sorte de dinosaure qui ressemble à un oiseau. Ces choses ont en fait un nom officiel, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est.
Tu ne vois que ses plumes bleu-mauve, un bec pointu plein de dents acérées et... Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sortent de ses ailes? L'oiseau voit l'abeille Rex et descend en piqué pour saisir son goûter. Mais l'abeille Rex se cache sous la carapace de la tortue. Bien vu! Quelque chose me dit que je ne serais pas aussi rapide ou intelligent si cela m'arrivait. J'aurais probablement juste... Et boum, cela arrive! Ses yeux sombres et effrayants te remarquent de loin. Tu fais un petit pas en arrière. Jusqu'à présent, aucun des animaux ne t'a remarqué. Crac! Une brindille craque sous ta chaussure et soudain, des dizaines d'yeux se posent sur toi. Des yeux curieux, en colère, affamés. Retour à l'option 1, courir! Tu vas aussi vite que tu peux, mais tout semble inutile. Tu arrives à une énorme falaise avec une rivière au fond. Tu fermes les yeux et tu sautes. Boum! Tout ton corps tremble. Tu ouvres les yeux, tu es réveillé. C'était juste un cauchemar, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui, conduire à travers la campagne, fenêtres baissées avec de la super musique à fond, les voyages en voiture peuvent être vraiment chouettes. Tu vois défiler des troupeaux de vaches par la fenêtre, mais soudain, l'une d'entre elles se distingue vraiment des autres. Littéralement. À côté, les autres vaches ressemblent à des hamsters noirs et blancs. Le record du livre Guinness de la plus grande vache revient à ce spécimen nommé Blossom. Ce gros mangeur d'herbe mesurait 2 mètres. Ah, quelqu'un ferait mieux d'acheter des chaussures de basket à cette vache. La vache mesure en moyenne 1,4 mètres. Blossom devait donc se sentir comme un géant. Quand on est aussi grand, on ne se contente pas de traîner dans un champ en mangeant de l'herbe. Blossom était l'hôte officiel d'un hôtel local. Big Grand Jake. Et crois-moi quand je dis que grand est un euphémisme. Ce type est devenu célèbre car il était le plus grand cheval du monde. Il mesurait 1,9 mètres. On va avoir besoin d'une quantité de chaussures de basket décidément. Quel étalon! Mot qui désigne en fait justement un cheval mâle. Donc... Maintenant, qu'en est-il de cette petite mignonne? La plus petite jument du monde. Elle s'appelle Thumbelina. Quel joli nom. Et elle mesure environ 0,5 mètres. Cependant, cela ne l'a pas empêché de devenir célèbre. Oh, et le plus petit cheval mâle s'appelle Bumble, ce qui signifie bulle en polonais. Il mesure 0,6 mètres, mais son cœur est énorme. Il est très mignon et plus petit qu'un lévrier. J'avoue, je suis une personne qui aime les chiens, enfin, les chiens de taille normale, disons. Un grand Danois nommé Zeus était officiellement le plus grand chien du monde. Il faisait 1,2 mètres et franchement, on avait l'impression de voir un petit cheval. Imagine cette tête qui te réveille le matin. Et quand tu l'emmènes faire une promenade, il te faudrait une laisse vraiment solide. Selon ses propriétaires, c'était un gentil géant et normalement il ne faisait pas de bêtises, heureusement. En plus, Zeus avait un travail vraiment important. C'était un chien de thérapie certifié. Il répandait donc son amour et sa joie à tous ceux qui étaient dans le besoin. Imagine un chien comme ça. Tu n'aurais pas besoin de lui sortir un bol d'eau tous les jours. Il pourrait juste boire directement au robinet. Les câlins seraient aussi une sacrée histoire. Et tu imagines ce que ce grand gars pouvait bien manger? Aurait-il même pu tenir sur ton lit? Tellement de questions. Et si tu es plutôt le genre de personne qui préfère les chats, eh bien tu ferais mieux de te préparer. Quoi qu'il en soit, ce chat a été nommé le plus long chat domestiqué du monde. Il s'appelle Barivel, ce qui signifie clown, et il vient d'une petite ville d'Italie. C'est aussi un gentil géant, ce qui est une bonne nouvelle, car il est plus long qu'une batte de baseball. Quand ils voient une photo, les gens pensent généralement que ce chat a été photoshopé. Il aime se prélasser au soleil près de la fenêtre pour regarder le jardin. Quand il chasse des souris, il doit avoir l'impression de poursuivre des fourmis. Les anciens détenteurs de ce titre s'appelaient Ludo et Stewie, la même race que Barivel. Ça fait tout de même beaucoup de poils de chat sur le nouveau canapé de ma mère. Ouais. Le lapin suivant s'appelle Darius. Ses longues oreilles et son joli nez en forme de bouton ne sont pas la raison pour laquelle il est spécial. Un lapin normal mesure environ 35,6 cm, mais Darius fait un peu plus de 127 cm. C'est un gros lapin chien. Darius a grandi dans une ferme en Angleterre, et le fait de vivre en plein air dans les champs lui a donné une personnalité super cool. Mais le nourrir doit être difficile. Darius doit être une machine à manger des carottes. Je ne veux pas descendre dans ce trou de lapin. Arrêtons les choses mignonnes, c'est l'heure des animaux plus exotiques. Peut-être même mythiques. Les mythes sont tout simplement la façon dont les gens expliquent les choses incroyables, comme la légende de l'homme aux lèvres blanches, qui s'est avéré être juste moi en train de manger du cheesecake.
Rusé et rapide sous l'eau, il est capable de faire sombrer un navire entier. Le Kraken était célèbre pour faire disparaître les navires, selon les légendes. C'est probablement un conte de marin inventé pour effrayer les nouvelles recrues. Mais les chercheurs ont peut-être trouvé son petit frère. Le plus gros calamar jamais trouvé mesurait près de 18,3 mètres de long. Mais les chercheurs ont oublié de le filmer. Oh non. Le plus gros calamar jamais filmé faisait environ 7,6 mètres. C'est aussi long qu'un camping-car. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y en avoir de plus gros, mais ils sont un peu timides devant les caméras. Le grand requin blanc fait peur à tous les animaux de la mer. On l'appelle la reine de l'océan, mais elle n'est pas une de ces gentilles et douces souveraines. Oh, loin de là. Les scientifiques ont pu la marquer pour l'étudier davantage. Cette reine pèse environ 1587 kilos. C'est comme 6 motos ou 14 000 hot dogs. Elle a été prise dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse par une équipe de chercheurs terrifiés. Heureusement que les requins ne se baladent que dans l'océan, à moins que ce soit un épisode de Ninja Warriors avec des requins. Ça, c'était le plus gros, maintenant le plus long. Bonne supposition, mais non, ce n'est pas du tout un serpent. Mais il est aussi long qu'un demi-terrain de football. Cet animal a été découvert dans les eaux profondes, au large de l'Australie. Ils l'ont trouvé là, tout brillant. Et écoute ça, les scientifiques disent que ce n'est même pas une seule créature, elle ressemble juste à une seule bête, mais en fait, il s'agit d'une colonie entière, qui se clone et se multiplie jusqu'à devenir encore plus grande. C'est un nom technique et... l'animal suivant peut se déplacer sur terre et sur l'eau. Ne te laisse pas tromper par ses pattes courtes et maigres. Un crocodile peut courir aussi vite qu'un homme sur terre. Donc si tu fais une course contre ces sprinteurs, essaie de grimper le plus haut possible dans un arbre. Les crocos ne peuvent pas grimper aux arbres. Mais tu peux être sûr qu'ils t'attendront quand tu descendras. Ce sont aussi les reptiles les plus lourds du monde. Un adulte peut peser à peu près autant que 2 petites voitures. Le plus grand en captivité était un crocodile marin aux Philippines. Il s'appelait le Long et mesurait 6,1 mètres de long. C'est comme 2 tables de ping-pong bout à bout, avec tout un tas dedans. Ensuite arrive encore un autre reptile, un gigantesque serpent de Malaisie. Voici l'histoire. Des ouvriers d'un chantier étaient en pause et il faisait très chaud. Ils ont remarqué quelque chose. Était-ce un gros tuyau ? Eh bien cette fois, c'était un serpent. Ils ont sorti le plus long python jamais capturé. Il a fallu plus de 5 hommes pour le sortir du chantier sans le blesser, ni se faire blesser. La bête mesurait 7,9 mètres de long et pesait environ 249 kilos. C'est seulement un peu plus court qu'un grand lampadaire. Le record précédent du plus long serpent en captivité était le célèbre Méduse. C'était aussi un python. Ce genre de serpent peut manger tout son poids pour son déjeuner. C'est comme si je mangeais 280 hamburgers. Je ne veux absolument pas de frites avec ça. Retour à l'eau, le plus gros poisson-chat bleu jamais capturé. Les Anderson l'ont attrapé en Virginie en 2011 et ils s'en vantent depuis. Avec un poids surprenant de 65 kg, c'est comme si on pêchait une machine à laver dans un lac, sur un petit bateau. C'est pourquoi il a fallu le père et le fils pour le sortir sur le pont. La mention honorifique est décernée au plus vieux chat du monde. Non, ce n'est ni un lion ni un tigre, mais un mélange des deux. C'est un ligre. Le ligre n'existe pas dans la nature puisque les lions et les tigres vivent dans des régions totalement différentes du monde. Mais cela est arrivé dans un parc animalier. Hercule détient ce record particulier. Avec plus de 408 kilos, il est le plus grand mammifère carnivore du monde. Il tient sa longueur de sa mère, un tigre, et son poids de son père, un lion appelé Arthur. Tu veux savoir comment ça s'appelle quand la mère est un lion et le père un tigre ? Un tigron. Ils sont beaucoup moins communs que les ligres, mais ils sont tout aussi bizarres. Cela ressemble à la créature mythique de la Grèce antique, la chimère. Elle était à la fois lion, chèvre et serpent, et certaines histoires disent qu'elle avait même des ailes de chauve-souris. Oh, et elle crachait du feu aussi. Il faudrait faire venir tout un tas de pompiers spartiates pour s'occuper de cette chose. Mais on pourrait probablement faire une chouette fête avec un barbecue. Et nous, les humains ? Le prix est décerné à Robert Wadlow, dans l'Illinois. Il mesurait 2,5 mètres et il pouvait porter son père à l'âge de 9 ans. Réfléchissons-y un instant. Il mangeait plus de 8000 calories par jour et sa pointure était 71. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes.
Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges ? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise 2 types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement 3 types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient 3 couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision. Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour 2 couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de -2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de 0, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Il les aide à rester chez eux car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient ? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobiles. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse,
Il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou, qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. À première vue, il semble que l'évolution les ait pourvues de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver, et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le cou pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats. De la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leur bois. Plus le cou est épais, plus les chances de gagner le combat sont grandes. Certains insectes jouent à l'opossum lorsqu'il y a un prédateur à proximité. Par exemple, lors d'une expérience, des scientifiques ont observé un fourmillon à l'état larvaire. Il a été capable de faire le mort pendant 61 minutes. En quoi cela peut-il être utile ? Eh bien, mettons que tu sois dans un jardin où tu vois un tas de buissons identiques avec des fruits. Tu vas vers le premier buisson et tu commences à cueillir et à manger les fruits. Miam, c'est si simple! Et tu le fais relativement vite. Mais au fur et à mesure que tu dépouilles ce buisson, tu as de plus en plus de mal à trouver d'autres fruits. Et c'est un peu irritant car cela prend beaucoup plus de temps qu'au début. Tu dois donc maintenant décider si tu dois rester là et essayer d'en trouver plus ou simplement passer à un autre buisson pour que tout soit à nouveau facile et rapide. En supposant que tu sois le prédateur et que les prédateurs soient gourmands, tu chercheras simplement à manger le plus de fruits possible en un minimum de temps. Cela signifie que tu vas passer à un autre buisson et cueillir les fruits qui s'y trouvent, puis passer au suivant et ainsi de suite. Les chercheurs expliquent la même logique lorsqu'il s'agit d'oiseaux et de larves de fourmillons. Il semblerait que les insectes fassent perdre du temps aux prédateurs lorsqu'ils font le mort, ce qui a un impact important sur la façon dont les choses se passent ensuite. De cette façon, ils encouragent le prédateur à chercher de la nourriture ailleurs, car le prédateur n'a pas autant de temps à perdre. Donc, faire semblant d'être mort est en fait un bon moyen de rester en vie. Selon l'espèce, les jeunes oiseaux passent de 10 à 30 jours dans leurs œufs. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais la nature a créé un mécanisme parfait pour qu'ils puissent respirer. Pendant qu'un oisillon se développe à l'intérieur de l'œuf, une sorte de structure creuse en forme de sac se développe à partir de l'intestin. C'est comme une petite poche qui fusionne avec une deuxième membrane qui entoure l'embryon. Ensemble, ils forment un type de membrane spéciale. Ainsi, une extrémité est attachée à l'embryon, tandis que l'autre est proche de la surface intérieure de la coquille de l'œuf. Cette membrane spéciale agit comme un tissu pulmonaire et relie le monde extérieur au système circulaire de l'oisillon. La plupart des animaux ont des yeux, mais certaines espèces en requièrent davantage. Par exemple, certains reptiles, amphibiens et poissons ont un troisième œil sur le dessus de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui améliore beaucoup leur vue, mais cela les aide simplement à se repérer grâce à la lumière du soleil et à réguler leur température corporelle. De nombreux invertébrés ont plus de 2 yeux. La plupart des araignées en ont 8, car de cette façon, elles peuvent repérer leur proie plus facilement. Lions, chiens, chats, tous ces mammifères dorment dans des positions plutôt confortables. Mais pas les baleines. Elles ressemblent à des miches de pain géantes qui flottent, scène dont un plongeur a été témoin par hasard dans la mer des Caraïbes. 6 baleines se tenaient debout, la queue pointée vers le bas, à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface. Les scientifiques ont découvert que lorsque les cachalots font une sieste, ils restent dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Ils ne bougent pas et ne respirent pas. Mais ces créatures ne passent que 7% de leur temps à dormir, soit beaucoup moins que les autres mammifères. En général, elles se reposent paisiblement dans l'eau ou se détendent en nageant lentement à côté d'autres animaux marins. Lorsqu'ils bougent et dorment en même temps, ils sont en train de faire une sieste. Ces animaux ne peuvent pas aller trop profondément et doivent rester près de la surface. Les grands requins blancs dorment et chassent à de plus grandes profondeurs, ce qui signifie qu'ils ont moins de soucis pendant leur sieste. En plus
Plus on s'enfonce, plus il fait froid. Les baleines ont besoin d'environnements plus chauds qui les aident à maintenir la température de leur corps imposant. Lorsqu'ils sont seuls, les dauphins entrent dans une phase de sommeil profond. Cela se produit généralement la nuit et ne dure que quelques heures à la fois. Quand il dort, l'animal flotte à la surface. Il éteint la moitié de son cerveau. Hé, je fais pareil. Ainsi que l'œil opposé. L'autre moitié reste à un faible niveau d'alerte, éveillée et prête à réagir si un visiteur indésirable s'approche. La partie du cerveau qui est éveillée envoie également des signaux lorsqu'il est temps de remonter à la surface pour prendre une inspiration. Les mammifères marins ont un évent. C'est un lambeau de peau qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Les humains respirent de façon automatique. Ton corps sait ce qu'il doit faire même quand tu dors. Mais les baleines et les dauphins ont un système de respiration volontaire. Cela signifie qu'ils doivent aller consciemment à la surface pour respirer. Et une partie de leur cerveau doit toujours être éveillée pour informer l'animal qu'il est temps de remonter. Les baleines et les dauphins peuvent retenir leur souffle bien plus longtemps que les autres espèces. Ils ont également une plus grande tolérance au dioxyde de carbone et peuvent absorber plus d'air. Leurs globules rouges stockent également plus d'oxygène. Le sang des baleines et des dauphins ne va que dans les parties du corps qui ont réellement besoin d'oxygène. Si une baleine n'utilise que son cerveau, son cœur, ses nageoires ou d'autres muscles nécessaires à la nage, à ce moment-là, ce seront également les seules parties du corps qui recevront de l'oxygène. La digestion ou d'autres fonctions peuvent attendre. L'océan n'est pas un endroit où on peut se détendre et s'endormir paisiblement. Pendant leur sommeil, les poissons réduisent leur activité. Leur métabolisme devient lent. Certains d'entre eux continuent à flotter au même endroit. D'autres trouvent un endroit plus sûr parmi les coraux ou dans la boue. Très tôt dans leur vie, les dauphins apprennent à émettre un sifflement unique qui aide les autres membres de leur groupe à les identifier. Cela signifie que ces sifflements spécifiques sont leurs noms et les dauphins y répondent. Les palourdes ont des pieds. Ça ressemble à une grande langue qui dépasse parfois de la coquille. Mais c'est en fait le pied et il est relativement long par rapport à la longueur de l'animal. Les palourdes utilisent ce membre pour se terrer dans le sable. La baleine bleue est le plus grand animal vivant. Et elle est aussi plus grande que l'était la majorité des dinosaures. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Cela équivaut à 50 éléphants adultes. La langue d'une baleine bleue peut à elle seule peser plus qu'un éléphant. Un tel géant a besoin de beaucoup manger. 1 demi-million de calories en une seule bouchée. Le cœur de la baleine bleue fait la taille d'une petite voiture et pèse 590 kilos. Pour faire circuler le sang dans un corps aussi gigantesque, les battements du cœur sont si forts qu'on peut les entendre même à 3 km de distance. Le pouls d'une baleine ne bat que 8 à 10 fois par minute. La baleine est l'une des créatures les plus bruyantes qui existent. Son cri peut atteindre 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un avion à réaction. Près de 95% du corps de la méduse est constitué d'eau. À titre de comparaison, le corps humain est composé à 60% d'eau. Ce n'est probablement pas une surprise, puisque les méduses n'ont pas de cœur, de sang, d'yeux ou de cerveau. Les autres 5% du poids de leur corps sont constitués de protéines, de muscles et de cellules nerveuses. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc plus anciennes que les dinosaures. Ces créatures n'ont pas beaucoup changé, et les méduses d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à leurs ancêtres. Ces créatures vivent dans l'océan, mais en 1991, plus de 2000 polypes de méduses ont été emmenés dans l'espace. Les scientifiques voulaient voir comment elles réagiraient dans un environnement sans gravité. Les méduses se sont reproduites et ont créé 60 000 nouveaux polypes. Mais malheureusement, ceux-ci ne pouvaient pas fonctionner normalement après leur retour sur Terre. Une espèce de méduse peut littéralement vivre éternellement. Quand elle vieillit, la créature descend au fond de la mer pour redevenir un polype. Et ce polype se transforme en une nouvelle méduse avec le même génome. Les requins du Groenland peuvent vivre 500 ans. Il s'agit d'un animal dont la durée de vie est presque la plus longue connue de tous les vertébrés. Les cachalots sont des créatures sociables qui passent leur vie entourées de leur famille. Ces animaux se soutiennent mutuellement et ont des amis proches dont ils se souviennent bien, même s'ils ne se voient pas pendant longtemps. Les anguilles électriques ont de petits yeux qui ne sont pas très efficaces dans les environnements sans lumière. Elles se fient donc surtout à leurs organes électriques. Ceux-ci sont constitués de 6000 cellules. Les anguilles les utilisent pour stocker de l'énergie comme des batteries. Ces créatures utilisent l'électricité comme les chauves-souris utilisent leur radar ou les dauphins leur sonar. Une anguille peut également produire suffisamment d'électricité pour alimenter un panneau d'ampoule électrique. Il existe un petit poisson archer tropical qui peut apprendre à reconnaître les visages humains.
Ce poisson a la capacité intéressante de cracher de petits jets d'eau par sa bouche. Les chercheurs ont montré au poisson les images de 2 visages différents placés côte à côte. L'un était inconnu, l'autre familier. Le poisson était censé cracher de l'eau sur le visage familier. La créature a fait le bon choix dans plus de 80% des cas. Chaque année en hiver, les grands requins blancs qui vivent le long de la côte californienne disparaissent. C'est comme s'ils prenaient des vacances pendant 30 à 40 jours. Les animaux se rendent à un point situé à mi-chemin entre Hawaï et le Mexique. Ils le font pour se nourrir, se détendre ou passer du temps avec leurs potes d'autres régions. L'endroit est maintenant appelé le café des requins blancs. Certains types de requins, comme les macos, les requins-baleines ou les requins blancs, respirent d'une manière très spécifique. Cela les oblige à nager sans arrêt. Ils doivent également se déplacer rapidement et avec la bouche ouverte. Ainsi, l'oxygène peut entrer et atteindre leurs branchies. Les éponges ou spongiaires font partie des animaux les plus primitifs. Ils sont immobiles, n'ont pas de bouche, d'yeux, d'os, de cerveau, de cœur, de poumons, ni tout autre organe. Et pourtant, ils sont vivants. Il existe une licorne des mers. C'est un animal appelé narval. Sa corne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Les lamantins, également appelés vaches de mer, sont des parents éloignés des éléphants. Leur poids peut atteindre 450 kg. Ces créatures sont végétariennes et ont besoin de manger chaque jour environ 10% de leur poids total. C'est beaucoup de salade marine. Dans certains cas, les lamantins partagent l'espace avec les alligators. Mais ils s'entendent plutôt bien. Tu peux même trouver une photo de Floride où un alligator monte sur le dos d'un lamantin. Les poissons-grenouilles ont des nageoires spéciales qui aident ces créatures à marcher sur le sable. Elles sont très utiles dans les eaux peu profondes. Un solénostomidé ou poisson fantôme est difficile à voir. Mais une fois que tu l'as repéré, tu vas être très surpris. Sa tête représente plus de 40% de son corps. Les crabes n'ont pas envie de perdre du temps avec des formalités telles que mettre la nourriture dans leur bouche. C'est pourquoi ils la goûtent avec leurs pattes, là où se trouvent leurs papilles gustatives. Les iguanes marins sont les seuls lézards de notre planète qui aiment passer du temps dans l'océan, même s'ils vivent principalement sur Terre. Ce sont des herbivores qui se nourrissent dans les eaux peu profondes et nagent comme des serpents. Les iguanes utilisent leurs longues griffes pour s'accrocher au fond lorsqu'ils ont besoin de manger. Les tortues vertes peuvent parcourir plus de 12 250 km lors de leur migration. Elles essayent de trouver l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Les pingouins volent en quelque sorte lorsqu'ils sont sous l'eau, atteignant une vitesse de 40 km/h. Il y a plus de 500 millions d'années, c'est ce que j'ai entendu, moi je n'étais pas là à l'époque, les vers d'eau profonde et les humains avaient un ancêtre commun. Nous partageons donc encore 70% de nos gènes avec ces créatures. Et avec les étoiles de mer, les calmars et les pieuvres. L'océan couvre plus de 70% de notre planète et plus de 80% de celui-ci est inexploré. Plus d'1 million d'espèces y vivent. Mais il n'y a pas que des animaux. 3 millions d'épaves reposent au fond de l'océan, recelant de mystérieuses histoires. Beaucoup d'entre elles restent encore à découvrir. Donc, tu as un nouveau chiot. Mais plus tu le vois, plus tu te demandes « Mon chien est-il bizarre ?» Qu'il lèche le canapé ou qu'il renifle les autres chiens, le comportement de ton animal peut te laisser un peu perplexe. Examinons certaines des choses les plus étranges que font les chiens et essayons de comprendre pourquoi ils les font et s'il y a lieu de s'inquiéter. Pourquoi mon chien lèche-t-il les meubles ? Tu t'affales sur le canapé pour regarder un film et tu te retrouves assis sur une tache humide. Non, Fido n'a pas eu d'accident. Il a simplement léché cet endroit précis pendant les 20 dernières minutes. L'American Kennel Association affirme que dans la plupart des cas, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, un chien lèche les meubles par ennui. C'est simplement un moyen de passer le temps quand il n'a rien d'autre à faire. L'astuce consiste à s'assurer que ton animal dispose de suffisamment de jouets et d'attention de ta part pour le tenir occupé. D'autre part, il se peut qu'il lèche les meubles en raison de son anxiété ou de son stress. Si son environnement ou sa routine a subi des changements importants, l'animal peut se sentir nerveux et déstabilisé. Ton horaire de travail est peut-être différent ou une nouvelle personne a peut-être emménagé dans la maison. Ce geste répétitif de léchage a une fonction apaisante pour un chien. À mesure qu'il s'adapte, cela devrait se produire moins souvent. Si le léchage est constant, agressif et difficile à arrêter, une visite chez le vétérinaire s'impose. Cela peut indiquer un problème plus grave. Un professionnel peut déterminer si des problèmes de santé sous-jacents sont à l'origine de ce comportement. Il en va de même lorsque ton chien se lèche constamment les pattes.
S'il s'agit d'un phénomène isolé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais si cela se produit souvent, cela peut indiquer une douleur ou une gêne à cet endroit. Même si ton chien est en bonne santé, trop de léchage peut provoquer des rougeurs et des douleurs à cet endroit. Pourquoi mon chien gratte-t-il le sol après être allé aux toilettes ? Connu sous le nom de grattage du sol, c'est une chose très courante chez la plupart des canins. En fait, les loups et les coyotes le font aussi. Cela permet de marquer le territoire du chien en faisant savoir aux autres que « waf, waf, waf ». Cela signifie en langage canin « j'étais là ». Le grattage permet non seulement de créer une marque visuelle sur le sol, mais aussi de libérer des phéromones grâce aux glandes spéciales situées dans ses pattes. Les autres chiens peuvent sentir et déchiffrer ces phéromones. Et pour toi qui ne possèdes pas de chien, tu sais ces panneaux que tu as mis pour empêcher les chiens d'utiliser ta pelouse comme toilette. Sache qu'ils ne fonctionnent pas. Les chiens ne savent pas lire. Mon chien prend de la nourriture dans son bol et la mange à plusieurs mètres. Ce n'est pas normal. En fait, si, ça l'est. C'est simplement l'instinct qui entre en jeu. À l'état sauvage, les chiens vivaient avec d'autres chiens dans un groupe ou une meute. Lorsqu'il y avait de la nourriture, les animaux moins dominants devaient faire beaucoup d'efforts pour obtenir aussi quelque chose à manger. Cela signifiait souvent s'emparer d'un morceau de viande et partir rapidement vers un endroit plus sûr pour finir son repas en paix. Ton chien répète tout simplement le comportement de ses ancêtres. L'autre possibilité est le bruit. Certains chiens peuvent être tout bonnement effrayés par le cliquetis de leur collier contre un bol en métal, par exemple. Essaie de remplacer le bol par un bol en plastique pour voir si cela fait une différence. Mais mon chien mange aussi de l'herbe. Est-ce qu'il ne se sent pas bien ? C'est une situation plus compliquée. D'abord, ne panique pas. Beaucoup de chiens le font. Certains d'entre eux mangent de l'herbe pour la même raison que tu ajoutes des fibres à ton alimentation. Cela fournit des fibres supplémentaires au système digestif, ce qui l'aide à fonctionner correctement. Comme pour le léchage des meubles, il peut également s'agir d'un moyen de lutter contre l'ennui. Si un chien n'a rien d'autre à faire, s'agripper et tirer sur ses trucs verts peut être le seul moyen de se distraire. Mais manger de l'herbe, même si c'est normal, est problématique. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette herbe. Cela peut être n'importe quoi, par exemple des herbicides et des pesticides. Elles peuvent être très mauvaises pour la santé de ton chien. Détourne son attention lorsqu'il essaie de manger de l'herbe en lui donnant un signal verbal et une friandise pour le renforcer. Mon chien se roule dans des endroits qui puent sur le sol, c'est dégoûtant. L'autre chose étrange que mon chien fait, c'est de se rouler par terre sur des tas qui puent, c'est dégoûtant. C'est peut-être dégoûtant pour toi, mais c'est naturel pour ton chien. Il est possible que les chiens, ainsi que les loups et les coyotes, fassent cela pour dissimuler leur odeur naturelle. Ils se couvrent d'une odeur qui peut les cacher de leurs rivaux ou d'un repas potentiel. Il est également possible qu'ils le fassent pour rapporter l'odeur à leur meute, afin de communiquer quelque chose qu'ils ont trouvé. C'est comme partager sa journée avec ses amis, mais par l'odeur au lieu des mots. Que sont les zoomies ? Selon la vétérinaire Sarah Houghton, les zoomies se réfèrent à de courtes périodes d'hyperactivité. Tu sais, quand ton chien zoome littéralement comme un fou pendant un moment, puis se calme et revient à la normale. Le terme officiel pour ce comportement est frappe, de l'anglais « période d'activité aléatoire frénétique ». Mais zoomies est beaucoup plus amusant à dire. Les chiens font cela parce qu'ils ont de l'énergie refoulée qui a besoin de sortir. Ils ont peut-être été seuls toute la journée ou viennent de prendre un bain. Maintenant qu'ils sont libres, ils veulent fêter ça. C'est souvent le signe d'un animal très heureux. La seule inquiétude que suscitent les zoomies est que ton fido risque de heurter quelqu'un ou quelque chose et de se blesser. Tu peux le rediriger vers une zone plus sécurisée si nécessaire. De plus, augmenter la quantité d'exercice et de stimulation mentale que ton chien reçoit tout au long de la journée peut réduire ces moments d'abandon sauvage. Ok, mais pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière ? C'est probablement le comportement qui nous est le plus familier. Il semble étrange lorsque les chiens le font avec d'autres chiens et embarrassant lorsqu'ils le font avec ta belle-mère. Mais tous les chiens le font. Ces animaux peuvent recueillir beaucoup d'informations grâce à leur nez. En fait, leur odorat peut être près de 100 000 fois meilleur que le nôtre, car les chiens possèdent 150 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez. Nous n'en avons que 5 millions. Et 30% du cerveau d'un chien est spécifiquement dédié au traitement des odeurs. Sur la base de l'odeur, le chien peut rapidement tout déterminer. Du sexe à l'humeur, en passant par l'amabilité et la santé. C'est presque comme un super pouvoir. Je laisse toujours un chien étranger renifler ma main en premier. La société Eureka Dog Services, spécialisée dans le dressage des chiens, affirme que c'est une chose terrible à faire. Cela peut en fait faire en sorte que certains chiens se sentent menacés, et ce n'est pas étonnant.
Tu les domines et tu leur mets ta main dans la figure. D'abord, demande la permission au propriétaire. Si tu as le feu vert, incline ton corps et ton visage à 45 degrés par rapport à l'animal et souris. Ensuite, laisse à l'animal le temps de s'approcher de toi. Le chien peut se pencher en avant en gardant ses pattes arrière plantées en permanence. C'est juste au cas où tu serais dangereux. De cette façon, il peut s'éloigner rapidement de toi si nécessaire. Mon chien doit aimer les gens. Il demande toujours des caresses sur le ventre. Bien que ton chien puisse aimer recevoir des gratouilles sur son ventre, ce comportement en dit plus que tu ne le crois. Lorsque Fido le fait devant toi, son maître, il se met dans une position très vulnérable. En faisant cela, il dit qu'il te fait confiance. Mais quand un chien le fait pour un étranger ou un chien inconnu, c'est un acte de soumission. En gros, il te dit qu'il ne sera pas une menace. De cette façon, le chien essaie d'éviter la confrontation. En tant que propriétaire d'un animal de compagnie, tu seras en mesure de comprendre le langage corporel de ton chien. Cela t'aidera à déterminer si un étranger peut s'approcher en toute sécurité ou si ton chien préfère rester seul. La queue de ton chien est un signe révélateur. Si ton animal tient sa queue dans une position naturelle, par exemple près de ses pattes, il est détendu. Si la queue est levée et remue, ce n'est pas nécessairement un signe de bonheur. Cela signifie plutôt que ton chien est excité par quelque chose. Une queue qui remue et qui se tient un peu plus en arrière indique une curiosité prudente. Le chien est intéressé par quelque chose, mais n'est pas encore sûr que c'est sans danger. Et une queue serrée entre ses pattes, c'est souvent un signe que ton chien est effrayé ou nerveux. Il est préférable d'éloigner ton animal d'une situation potentiellement mauvaise afin qu'il ne se sente pas menacé. Un grand mouvement de la queue, souvent accompagné d'un remuement du corps, est le signe d'un animal heureux. Mon chien bouge et aboie parfois dans son sommeil. Les chiens rêvent-ils ? Tout comme les humains, les chiens entrent dans une phase de sommeil appelée REM, ou sommeil paradoxal. C'est le moment où l'on pense que les gens rêvent. Pendant la phase REM, ton esprit traite les événements de la journée. Il en va probablement de même pour ton animal. Ainsi, lorsque tu vois les pattes de ton chien bouger comme s'il était en train de courir, c'est probablement ce qu'il fait en effet dans son rêve. Et comme tu occupes une place importante dans sa vie, il est probable qu'il rêve même de toi. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures ? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau ? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous les humains avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud, alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion ? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe, qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui,
dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours. Quant au puissant animal, il essaiera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien. Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon ? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens.
Au moins, nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cadors de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien, qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort, soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts? Le degré de peur diffère chez chaque chien, mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours. N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas? Mais attends, il est en train de... dormir? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aide à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol. Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent, mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes, certains oiseaux comme les flamants roses et parfois même les vaches peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut, c'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit. Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière. Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent.
Le requin commence à se rapprocher de son futur repas. Mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade. Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête. Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains. La seule chose que tes doigts et tes orteils puissent faire est de se rider après avoir été longtemps dans l'eau. Cela améliore ton adhérence sur les objets mouillés en canalisant l'eau, tout comme les traces de la pluie sur les pneus de ta voiture. Mais le problème, c'est que tes doigts ressemblent à des pruneaux. Chacun des yeux du tarsier est aussi grand que le cerveau de l'animal. C'est un signe pas très subtil que la vision est cruciale pour ces petits animaux. Leurs énormes globes oculaires ne bougent pas. Un tarsier doit tourner toute sa tête s'il doit regarder à droite ou à gauche. Le bon côté des choses, c'est que l'animal peut voir dans l'obscurité presque totale et chasser les insectes, les lézards et les petits oiseaux même la nuit. Les yeux du tarsier se rassemblent et reflètent les plus petites taches de lumière. Cela donne à la créature une image claire de ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi ses yeux sont l'équivalent des lunettes de vision nocturne du règne animal. Quant à nous, les humains, nos yeux sont conçus de façon différente. Nous ne voyons exceptionnellement bien que pendant la journée. Dans une pièce sombre ou à l'extérieur la nuit, il est probable que tu aies du mal à distinguer suffisamment bien les formes ou les couleurs. C'est parce qu'il y a deux types d'organes sensibles à la lumière à l'arrière de tes yeux. Certains sont en forme de cône, d'autres en forme de bâtonnet. Les bâtonnets t'aident à voir dans une lumière faible, mais ils ne te permettent pas de détecter les couleurs. Et les cônes te permettent de voir des détails plus fins et des teintes plus vives, mais ils ne fonctionnent pas quand l'éclairage est faible. Ainsi, une fois qu'il fait nuit, seuls les bâtonnets continuent de réagir à la lumière disponible. Mais comme ils ne peuvent pas distinguer les couleurs, tu ne vois que des nuances de noir, de gris et de blanc. Tu es assis au bord d'une rivière et tu regardes l'eau couler quand un lézard passe à toute vitesse. Oui, en plein sur l'eau. C'est le lézard basilic. Il a de longs orteils spéciaux sur ses pattes arrière, munis de franges de peau qui s'étendent lorsque l'animal est en mouvement. Cela augmente la surface de contact avec l'eau. Le lézard est aussi aidé par le fait qu'il agite ses pattes incroyablement vite. Elles frappent fort contre la surface, ce qui forme de minuscules poches d'air. Ces poches maintiennent le lézard au-dessus de l'eau, mais seulement tant qu'il ne ralentit pas. Même si un humain avait des chaussures spéciales en forme de pieds de lézard basilic, elle devrait quand même courir à une vitesse de 105 km/h pour rester à flot. Si tu te retrouves dans les jungles de l'Asie du Sud et du Sud-Est, méfie-toi des serpents. Pourquoi regardes-tu le sol? On parle de serpents qui volent. Les serpents volants font penser aux créatures de tes pires cauchemars, mais ils existent vraiment. Ils ne volent pas vraiment s'il n'y a pas de fort courant d'air ascendant, bien sûr. Ces reptiles sont des planeurs. Ils utilisent la vitesse de la chute libre pour attraper des courants d'air. Une fois qu'ils le font, ce n'est pas un problème pour eux de générer de l'ascendance. À première vue, tu ne pourrais pas distinguer un serpent volant d'un serpent normal. Il a un corps en forme de tube et n'a pas de membres. Mais alors la créature commence à se préparer pour le décollage. Elle se glisse jusqu'au bout d'une branche et se balance, créant une forme de J avec son corps. Une fois que le serpent se propulse vers le bas, il se transforme en S et devient 2 fois plus plat que d'habitude. Son corps rond s'incurve vers l'intérieur et emprisonne l'air. Le reptile peut même faire des loopings en se déplaçant de haut en bas, comme les vagues sur la mer. Le plus cool, c'est que les serpents volants sont encore meilleurs planeurs que les écureuils volants, pourtant bien plus célèbres.